David Engels, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Mais oui, aujourd'hui, vous vouliez nous parler notamment de Ken Follett, si je ne m'abuse. exactement. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose de délaisser la misère politique pour quelques minutes et de nous consacrer à un sujet totalement différent, du moins en apparence. Je vais vous parler aujourd'hui du tout nouveau roman de Ken Follett, Stonehenge, qui est non seulement un vrai navet, mais de plus se caractérise par un biais idéologique presque comique, tellement il est transparent et extrême. Et vous verrez très bientôt pourquoi une telle discussion a pleinement sa place dans notre chronique Europe et Identité. Est-ce que vous avez déjà lu l'un des best-sellers de cet auteur? Eh ben, moi, il me semble qu'il y en a un qui s'appelle Un monde sans fin ou quelque chose comme ça que j'avais lu effectivement il y a quelques années. Ah bah oui, tout à fait, oui, oui. De mon côté, j'avoue avoir pas mal apprécié Les Piliers de la Terre, publié en 89, que j'ai lu pour la première fois quand j'étais encore étudiant en histoire vers la fin des années 1990, comme à peu près tous mes camarades d'ailleurs. Bien évidemment, nous avions, comme sans doute tous les étudiants du monde, l'arrogance de croire pouvoir commenter ce livre comme si nous, du haut de notre expérience universitaire débutante, avions pu écrire un ouvrage infiniment plus proche de la réalité historique que Ken Follett. Néanmoins, je crois que secrètement, ce roman a eu pas mal d'influence sur la manière dont nous imaginions tous le Moyen Âge. À l'époque, je n'étais pas encore si attentif aux divers biais idéologiques des romans que je lisais, mais je me souviens déjà avoir constaté que pour un roman consacré à un sujet finalement profondément religieux, le texte était très peu sensible aux questions spirituelles. Et bien là, Ken Follett a frappé à nouveau, mais encore plus fort. Avec Stonehenge, le cercle des jours, l'auteur s'attaque à la construction d'un des monuments religieux les plus anciens, les plus énigmatiques de notre vieux continent. Et il arrive à faire tout cela en faisant à peu près totalement l'impasse sur l'aspect spirituel de l'époque, donc du milieu du troisième millénaire avant le Christ, tout en y intégrant néanmoins l'idéalisation du communisme, l'éloge de l'homosexualité, le stéréotype de la pédophilie des prêtres et bien entendu la critique du patriarcat. Ouf, Mais on avait l'impression que ça allait manquer, mais ouf, on est rassuré. exactement. Mais bon, commençons au début. Alors le roman Stonehenge prétend décrire la phase de construction principale du monument néolithique bien connu et suit au plus près l'évolution d'une série de personnes associées à ce projet. Avant tout, son bâtisseur génial, un genre d'ingénieur déconstruit, souffrant de la violence de son père et de ses frères, et la grande prêtresse, sans véritable conviction religieuse, personne n'en a d'ailleurs dans ce roman, et qui ne rêve que de trouver la femme de sa vie et de léguer au futur un monument aussi imposant que possible. Alors le monde dans lequel ces personnages évoluent est caractérisé par la coexistence de trois groupes qui représentent aussi les trois stades de l'évolution humaine de cette époque. Les habitants des forêts, peu civilisés, vivant comme chasseurs-cueilleurs, les pasteurs, qui sont les véritables héros de l'histoire, vivant d'amour libre et de vie en communauté, et finalement les premiers fermiers travaillant sans cesse dans un genre de communauté patriarcale dystopique sous le joug de la propriété privée. Bah, d'accord, je vois où vous voulez en venir. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'auteur accorde finalement assez peu d'importance au premier groupe, les chasseurs-cueilleurs, si ce n'est que pour les décrire comme de nobles sauvages, des gens de copier-coller des Amérindiens, des films du Wild West. Les fermiers, en revanche, sont les véritables méchants de Hmm. l'histoire. Ils travaillent sans relâche tous les jours, du lever au coucher du soleil, sont farouchement attachés à leurs parcelles de terre, produisent des enfants sans cesse, ce qui dérègle évidemment Ah. l'équilibre fragile de leur biotope et surtout sont organisées de manière radicalement patriarcale, où les femmes sont donc la propriété de leur père ou époux qui les viole, violente et exploite sans cesse. La communauté entière est d'ailleurs placée sous le pouvoir d'un grand homme qui ne pense qu'à accumuler plus de biens et plus de richesses et qui est prêt à empiéter, silex à la main, sur la vie et les ressources des autres communautés pour devenir le chef de la grande plaine tout entière où se développe le roman. Alors ce sont donc les pasteurs qui sont les vrais héros de l'histoire. Toute propriété leur appartient en commun, chacun prend ce qu'il lui faut quand il le lui faut. L'autorité est exercée par l'arbitrage amical et non pas par la violence, ce par un petit conseil de sages, hommes et femmes à titre égaux, cela va sans dire. L'amour libre y est pratiqué régulièrement et l'homosexualité est une coutume courante que personne ne critique. Donc un genre de première commune anarcho-communiste 68 ardes sexuellement libérés ou de Woodstock néolithique sans guitare ni LSD mais uniquement silex et amour libre. Or, pourquoi la révolution agricole a-t-elle finalement marginalisé le mode de vie pastoral dans la vraie histoire? On pourrait se le demander. Ben, Follett ne trouve qu'une seule réponse, évidemment absurde.
non pas à cause de la sécurité alimentaire qu'elle produit, mais à cause de la masculinité toxique et sa violence. Pardon, mais je trouve ça Alors, d'un manque de subtilité absolument effrayant, mais continuez. exactement, exactement. C'est assez horrible. Alors, l'éloge un peu obsessionnel de l'homosexualité trouve, quant à lui, sa culmination de la communauté des prêtresses, qui gèrent le temple de Stonehenge et vivent à part des autres dans un petit groupe de lesbiennes, avec à leur tête une grande prêtresse, qui, dans la seconde moitié du roman, est la véritable force derrière l'agrandissement du temple mégalithique de Stonehenge. Prête à manipuler les croyances religieuses de ses fidèles, à sacrifier du temps de travail, d'ailleurs urgemment nécessaire ailleurs, et finalement à risquer des vies humaines pour arriver à ses fins, elle est pourtant dépeinte comme l'héroïne positive, strong independent woman, on pourrait dire, à l'objectif réel de la construction, ou plutôt de l'agrandissement du monument, reste finalement assez flou, vu l'agnosticisme, voire même l'athéisme ambiant du roman, à part quelques vagues allusions au dieu du soleil, qui peut-être appréciera ce monument à sa gloire. C'est surtout la volonté de construire un monument qui imprimera la marque de la grande prêtresse et de ses amis dans la fabrique du temps et de l'espace, et son plan d'assurer une plus grande popularité économique aux fêtes calendaires organisées par la communauté des pasteurs, qui se trouve mentionné, un pur édifice d'autoglorification, sans aucun but ultérieur ou transcendant. Et en effet, dans le monde de Stonehenge, mis à part deux légendes sur l'origine de l'humanité, une poignée de mentions du dieu du soleil et de celui de la lune, donc en gros sur plus de 700 pages, toute forme de spiritualité est radicalement absente, ce qui, vu l'athéisme militant de Ken Follett, n'a d'ailleurs rien d'étonnant. Alors, ce qui est étonnant en revanche, c'est cette autoglorification et cette absence totale quand même de religion qui est peut-être due à une forme d'ignorance, c'est ce que vous supposez du moins dans notre époque. Oui, certes. Alors notre propre savoir sur le troisième millénaire reste extrêmement lacunaire et tout auteur de roman a le droit de faire ce qu'il veut avec son matériel documentaire et ses propres objectifs, ça va sans dire. Mais le lecteur a également le droit de ne pas prendre très au sérieux un auteur qui soumet de manière plus que flagrante l'un à l'autre. Car les occasions de faire référence aux croyances des hommes préhistoriques ne manquaient pas. Accouchement, sexualité, meurtre, amour, maladie, mort, enterrement et j'en passe. Et pourtant, les hommes et les femmes du roman sont aussi éloignés d'une interprétation spirituelle de ces événements que le londonien, blanc, athée, moyen d'aujourd'hui. Même les prêtresses ne parlent jamais de croyance, de Dieu ou d'au-delà. Leur ordre existait simplement, selon Ken Follett, pour compter en dansant et en chantant les jours de l'an afin de pouvoir annoncer les changements de saison. Voilà tout. De purs scientifiques qui n'utilisent des références aux dieux que si elles veulent manipuler les croyants. On dira peut-être que, vu l'absence de documentation sur la spiritualité néolithique, l'auteur a préféré ne pas se lancer dans des vaines spéculations. Mais néanmoins, quand il s'agit de la méchanceté innée du patriarcat agricole, de la permissivité homosexuelle ambiante ou de la joie des pasteurs de vivre en pseudo-communisme, Follett ne recule devant aucun stéréotype issu de l'idéologie woke actuelle. L'absence de religieux est donc un choix personnel, non pas le fruit d'une quelconque pudeur académique. J'improvise une relance David Ingalls, mais donc du coup on comprend d'une certaine façon que il utilise un socle historique pour faire de la fiction totale, peu importe en fait la cohérence historique, on sent qu'il aurait pu ne pas faire de recherche, ça aurait été la même chose. Disons que le roman est quand même relativement bien recherché Ok. par rapport à tout ce qui est détails, maintenant, détails économiques, détails concrets, archéologiques, ce qui fait totale absence, évidemment, le spirituel, et encore plus une vraie volonté de se mettre dans la peau de ces personnages. Et ça, c'est assez curieux, car on voit la nature terriblement anachronique des dialogues entre les personnages du roman, qui parlent constamment avec une telle complexité moderne d'intrigue, de psychologie, de politique, d'écosystème ou d'introspection, que l'on peut éviter le soupçon que Ken Follett, bien qu'il ait fait toute sa carrière sur la base de romans historiques, n'a jamais vraiment compris que la mentalité d'un homme du passé est tout autre chose que celle d'un homme moderne, et que l'on lui passerait peut-être quelques anachronismes pour le Moyen Âge, mais certainement pas pour le néolithique. Parce qu'il suffit déjà de lire l'Iliade, par exemple, pour se rendre compte de la manière totalement différente d'un grec du 8e siècle de parler, de penser, de concevoir le monde. Car en contraste avec le nihilisme individualiste du 21e siècle, le grec de l'époque archaïque était tout entier porté par le cadre qu'imposait la croyance, la coutume, l'instinct, le statut et la langue aux méandres de son individualité naissante. Dès lors, il aurait été central pour un écrivain tentant vraiment de rendre l'esprit d'un temps passé,
de refléter les limites de la possibilité de penser et d'évoluer de l'époque en question. Mais Follett n'en fait même pas la tentative. Et pourtant, l'étude des tribus préhistoriques encore existantes aujourd'hui lui aurait très bien permis au moins de s'approcher de ce problème. Alors certes, l'auteur a essayé de respecter le cadre de vie concret des hommes du néolithique, avec leurs possibilités plus que réduites, afin de construire sa trame narrative. Mais vu qu'il n'a su remplir ce cadre minimaliste qu'avec des impulsions et pensées typiques d'un Anglais athée du XXIe siècle, le résultat est singulièrement vide et assez ennuyeux, avec un texte qui décolle que sur la dernière centaine de pages, et ce uniquement parce qu'enfin la construction du monument de Stonehenge y est concrètement décrite. Alors, quel est votre verdict final dans ce cas, David Engels? Eh bien, d'une manière finalement pas si paradoxe, l'ennui qu'inspire cette fresque ratée n'est pas du tout le résultat d'un quelconque choc culturel provoqué par la confrontation entre la réalité du monde néolithique et de notre monde moderne. Il est plutôt le fruit de la projection dans le passé d'un mode de fonctionnement mental qui, débarrassé involontairement de toutes les distractions de la modernité, ne montre que l'ampleur choquante de son propre vide spirituel et émotionnel. Dès lors, après la lecture du roman, le moment de Stonehenge, tout comme le monde intérieur des hommes du néolithique, garde tous leurs secrets. Ou plutôt, le lecteur développe une nouvelle certitude absolue. Le monde mental décrit par Ken Follett est probablement assez exactement aux antipodes de ce qui devait animer nos ancêtres il y a 5000 ans. Mais rassurant Follett, ces personnages trouveraient sans doute leur place dans une série Netflix. Et c'est tout l'inverse qu'on leur souhaite. Mais merci beaucoup en tout cas David Engels pour cette chronique. Et écoutez, vous nous avez bien donné envie de ne pas lire ce livre. Donc on va suivre avec plaisir votre non-recommandation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.